Bien qu'elle mette en scène un mariage impulsif, rappelons que le mariage est une décision sérieuse, qui doit être réfléchie, préparée et vécue avec responsabilité. Ce récit a une vocation artistique et ne représente pas un modèle de vie réel. La pauvre femme a été abandonnée le jour de son mariage et par dépit a épousé un inconnu, sans imaginer qu'il était un millionnaire déguisé. Le cœur de Claire Martin battait à tout rompre. 34 ans. Un sourire discret mais nerveux, elle se tenait droite devant l'autel dressé au centre de la petite église du village de Saint-Rémy de Provence, à 1 heure de Lyon. La lumière dorée de la fin d'après-midi traversait les vitraux anciens, projetant des reflets colorés sur son voile immaculé. Chaque détail avait été choisi avec soin. Le bouquet de pivoines ivoires, les rubans en soie noués au banc, la musique douce jouée par le quatuor à cordes. Tout semblait parfait, presque trop. Les premières minutes s'écoulèrent comme un frisson. Elle souriait à sa mère, puis à sa sœur, assise au premier rang. Les invités chuchotaient doucement, convaincus que le léger retard du marié n'était qu'un caprice de dernière minute ou une touche de suspense romantique. Claire regarda sa montre. Il était déjà 16h10 et toujours aucune trace de Thomas. Le temps se diluait dans un silence de plus en plus pesant. Le prêtre consulta discrètement son téléphone, puis échangea un regard inquiet avec l'organisateur de l'événement. Claire fronça les sourcils. Elle fixa la porte principale de l'église comme si la force de sa volonté pouvait faire apparaître son fiancé. Mais rien. Pas de pas précipité, pas d'excuses à voix haute, pas de regard désolé. Juste le silence. Lentement, les visages tournés vers elle commencèrent à changer. De la curiosité à l'étonnement, de l'étonnement à la gêne, puis à la pitié. À 16h25, sa mère se leva. « Claire, viens, on va sortir un moment. » Mais Claire ne bougea pas. Ses jambes semblaient clouées au sol. Elle fixait encore la porte. Elle se rappelait leurs promesses, les préparatifs, les nuits blanches à organiser ce jour parfait. Le goût amer de l'humiliation commençait à remplacer celui du champagne bu trop tôt. Le prêtre toussota doucement. La musique s'éteignit. Les murmures augmentèrent. Claire finit par descendre lentement les marches de l'autel, une main tenant sa robe, l'autre serrant son bouquet comme une bouée. Chaque pas résonnait dans l'église devenue soudain immense. Les invités évitaient son regard. Quelques-uns tentaient un sourire maladroit. Un enfant demanda à voix haute si le monsieur n'aimait plus la dame. La mère retira doucement son bras. Dans le vestibule, l'air semblait plus lourd que dehors. Claire ne pleurait pas. Pas encore. Elle n'y croyait pas vraiment. Ce devait être une blague, un malentendu, une panne de voiture, une erreur stupide. Mais chaque seconde qui passait faisait s'effriter cette illusion. Elle poussa les lourdes portes de l'église et le soleil l'éblouit un instant. Une brise tiède soufflait sur les collines. Elle entendit des pas derrière elle, des murmures, le cliquetis des appareils photo. Quelqu'un devait avoir filmé tout cela. Le mariage, sans marier. La mariée abandonnée. Elle traversa la cour fleurie, ses talons s'enfonçant dans le gravier, jusqu'à l'entrée du petit salon de réception préparé pour la fête. Les serveurs, figés, ne savèrent que faire. Les bulles du champagne montaient, encore dans les flûtes. Les enfants couraient entre les tables nappées de lin blanc. Claire s'arrêta, observant la scène comme si elle était étrangère à ce monde qu'elle avait organisé. Son regard se vida, puis elle lâcha son bouquet. Les fleurs roulèrent doucement au sol. Elle inspira, redressa les épaules et entra. Pas pour pleurer, pas pour fuir, mais parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Le rêve s'était effondré. Restait maintenant le vide et ce qu'elle ferait avec. L'intérieur du salon de réception résonnait d'un silence curieux, interrompu de temps en temps par les tintements des verres ou les voix timides de ceux qui tentavent de disfarcer la gêne collective. Les serveurs, incertains, continuaient à circuler entre les tables, offrant des amuse-bouches que presque personne ne touchait. Les invités restaient figés, certains encore assis, d'autres en petits groupes, parlant à voix basse, les regards fuyants dès que Claire croisait leur champ de vision. Elle marchait lentement entre les tables, sans but précis, comme une ombre traversant un lieu abandonné. Chaque détail de cette salle lui rappelait l'absence de celui pour qui tout cela avait été préparé. Les compositions florales, les cartes avec les noms des invités, les guirlandes lumineuses accrochées au plafond, tout avait perdu son sens. Elle s'arrêta devant la grande table centrale où le gâteau à 3 étages,
décoré de rose-scène sucre ivoire, attendait en vain les 2 couverts à son sommet. Les couverts avaient été retirés discrètement, mais la trace circulaire de leur présence restait visible dans la crème. Une main tremblante se posa sur le bord de la table. Claire ferma les yeux un instant, retenant un soupir, refusant de se laisser submerger par les larmes. Elle avait honte, elle avait mal. Mais plus que tout, elle était en colère. Un mouvement discret à sa droite attira son attention. Un homme se tenait seul, légèrement à l'écart des groupes, près de la baie vitrée qui donnait sur les jardins. Il portait un costume anthracite, simple mais ajusté, une chemise blanche sans cravate, et tenait une flûte de champagne qu'il ne semblait pas pressé de boire. Il n'avait pas l'air choqué ni mal à l'aise comme les autres. Au contraire, son visage exprimait une forme de sérénité détachée, presque curieuse. Claire le regarda un instant, se demandant qui il pouvait bien être. Elle ne se souvenait pas l'avoir invité, ni même l'avoir vu auparavant. Pourtant, il ne paraissait pas perdu. Il avait l'assurance de quelqu'un qui savait exactement pourquoi il était là. En croisant son regard, l'homme esquissa un léger sourire et s'approcha lentement. « Vous n'aimez pas le champagne ?» demanda-t-il en lui tendant sa coupe. Claire le fixa, surprise. Il avait une voix douce, posée, avec une inflexion légèrement rauque. Elle hésita puis prit le verre. « Il faut bien que quelqu'un en profite », répondit-elle d'un ton las. Il hocha la tête. « Julien Moreau », dit-il simplement. Elle leva un sourcil. « Je ne vous connais pas. » Il sembla amusé. « C'est vrai, et pourtant me voilà. » Claire le détailla de haut en bas. Il avait environ 36 ans, une barbe de quelques jours, les cheveux bruns coupés courts et un regard clair, difficile à déchiffrer. Elle aurait pu l'ignorer. Elle aurait pu lui tourner le dos, comme elle l'avait fait avec tout le sautre qui avait tenté de la réconforter maladroitement. Mais il y avait quelque chose dans son attitude, un calme étrange, presque irréel, qui l'empêchait de détourner les yeux. Peut-être parce qu'il ne la regardait pas comme une victime, mais simplement comme une femme, debout au milieu du chaos. Un souffle de musique s'éleva à nouveau dans la salle, comme si quelqu'un avait relancé la playlist par erreur. Claire sentit un rire amer lui monter à la gorge. Elle but une gorgée de champagne. « C'est absurde », murmura-t-elle, en regardant la piste de danse vide. Puis, plus fort, elle lança. « Si j'étais un peu plus folle, je me marierais avec le premier homme correct que je croise, juste pour ne pas repartir d'ici humiliée. » Les conversations autour s'interrompirent. Les regards se tournèrent lentement vers elle. Claire sentit la chaleur monter à ses joues, mais elle n'arrêta pas. « Sérieusement, pourquoi pas? Un mariage est prêt, tout est payé, les invités sont là. Il ne manque qu'un homme digne de ce nom. » Julien la fixa avec intensité. Son sourire avait disparu, remplacé par une expression étrange, presque grave. Il posa doucement son verre sur la table à côté d'eux. « Si c'est moi, cet homme, j'accepte. » Un silence absolu s'abattit sur la pièce. Les conversations s'éteignirent. Un serveur laissa tomber une assiette. Claire le regarda, incrédule. « Vous plaisantez ?» Julien secoua la tête. « Non, vous avez dit que vous vous marieriez avec le premier homme correct que vous croisez. Je me considère comme tel, et je suis disponible. » Elle éclata d'un rire nerveux. « C'est ridicule. » « Peut-être. Mais vous avez raison sur une chose. Ce jour mérite une fin différente. » Les murmures reprirent, plus intenses. Des téléphones commencèrent à filmer. Quelqu'un appela l'oncle Jean, juge à la retraite et ami de longue date de la famille. Il avait célébré des dizaines de mariages au fil des ans. Et ce n'était pas la première fois qu'il voyait des jeunes agir par folie ou passion. Mais cette fois, il hésita. Claire sentit son cœur battre plus vite. Était-elle vraiment en train de faire ça? Julien tendit la main. Elle la fixa, puis regarda autour d'elle. Tous ces visages, toutes ces attentes. Elle pouvait fuir, s'enfermer, dans sa chambre, disparaître. Ou bien elle pouvait répondre à ce chaos par un acte tout aussi inattendu. Lentement, presque imperceptiblement, elle posa sa main dans celle de Julien. Le contact était chaud, ferme. Une énergie étrange passa entre eux. « Alors faisons-le », dit-elle, et le monde, à cet instant précis, sembla retenir son souffle. L'atmosphère, dans la salle, avait changé. Ce n'était plus seulement l'écho d'un mariage avorté, mais le frisson confus d'un événement surréaliste en train de se produire. Les invités, d'abord choqués,
ne savaient plus s'ils devaient rester ou partir. Certains regardaient Claire et Julien comme deux personnages sortis d'un roman. D'autres chuchotaient incrédules, pensant à une farce ou à un accès de folie passagère. Mais aucun ne pouvait détourner les yeux. Le silence tendu fut rompu par l'oncle Jean qui s'éclaircit la gorge en s'avançant prudemment vers eux. « Vous êtes bien décidés ?» demanda-t-il avec un ton plus grave que moqueur. Julien hocha la tête avec une assurance tranquille. Claire, de son côté, hésita un quart de seconde, puis répéta doucement « Oui ». Il fallut quelques minutes pour rassembler les témoins, dont deux cousins qui ne comprenaient toujours pas comment ils étaient passés d'un mariage prévu à une union improvisée avec un parfait inconnu. Le juge demanda une pièce d'identité à Julien. Celui-ci tendit un vieux portefeuille en cuir usé, d'où il sortit une carte avec son nom, Julien Moreau, né à Paris, 36 ans. Aucun autre document ne fut présenté. Aucun besoin. La cérémonie pouvait se faire, selon la loi, à condition d'avoir le consentement des deux parties et la signature de témoins. L'événement, bien que atypique, devenait tout à fait légal. Le quatuor à cordes, pris au dépourvu, reprit une mélodie douce, hésitante. Les photographes, d'abord réticents, comprirent l'ampleur de ce qu'ils étaient en train de vivre. Les téléphones se levèrent, les flashs crépitèrent. Claire se tenait à nouveau devant l'autel improvisé, cette fois aux côtés d'un homme dont elle ne savait presque rien. Elle ne connaissait pas son plat préféré, ni la couleur de sa voiture, ni même s'il avait une voiture. Elle ne savait pas où il habitait, ce qu'il faisait, s'il avait des rêves ou des blessures. Elle savait seulement qu'il était là, à ses côtés, quand tout s'était effondré. Julien ne disait pas grand-chose. Il ne cherchait pas à la convaincre, ne tentait pas de se montrer charmant ou de détourner l'attention. Il se contentait de tenir sa main avec douceur, comme s'il comprenait parfaitement le poids de ce moment. Claire regarda ses doigts entrelacés aux siens. Elle se demanda ce que sa sœur pensait de tout cela, ce que dirait sa mère, ce que penseraient ses amis en voyant la vidéo qui inévitablement allait circuler. Mais étrangement, elle ne ressentait pas de peur, pas comme au moment où elle avait compris que Thomas ne viendrait pas. Ce sentiment-là était bien plus paralysant que cette folie, douce qui l'entraînait maintenant. Nous sommes réunis ici pour célébrer l'union de Claire Martin et de Julien Moreau. La voix de l'oncle Jean résonnait dans la pièce. Elle était claire, presque solennelle. Il continuait à lire les formules traditionnelles, les engagements mutuels, les mots que Claire avait répétés mentalement pendant des mois, mais cette fois dans un tout autre contexte. Quand il lui demanda si elle consentait à prendre Julien pour époux, elle répondit d'un ton ferme « Oui, je le veux ». Et quand Julien, à son tour, affirma avec calme « Oui, je le veux », un frisson parcourut l'assemblée. Les alliances prévues pour Thomas et Claire restaient dans une boîte en velours sur la table. Julien, sans dire un mot, prit la bague, prévue pour Claire et la glissa à son doigt, respectueux du symbole. Pour lui, il n'y avait pas de bijoux. Claire hésita puis sortit un anneau en or qu'elle portait à la main droite, un bijou de famille, et le passa à l'annulaire gauche de Julien. Ils échangèrent un regard bref, chargé de silence. Puis vint le moment dès la déclaration. « Je vous déclare mari et femme ». Des applaudissements se firent entendre, timides d'abord, puis de plus en plus présents, comme si l'assemblée, elle aussi, acceptait cette réalité étrange. Des sourires apparaissaient, certains émus, d'autres moqueurs. Mais tous sentaient qu'ils venaient d'être témoins de quelque chose d'unique. L'impensable s'était produit. Après la cérémonie, la fête reprit, mais d'une manière totalement différente. Ce n'était plus le mariage de Claire et Thomas, mais celui de Claire et Julien. Un événement inattendu qui transformait l'échec en spectacle. Les tables se remplirent, les verres se levèrent. La musique reprit de plus belle. Certains invités se laissèrent porter par l'ambiance, heureux de pouvoir danser malgré tout. D'autres quittaient les lieux, encore sous le choc. Des vidéos furent publiées en direct. Des hashtags naquirent en quelques minutes. Et le nom de Claire Martin, simple fleuriste connue localement, commença à circuler bien au-delà du village. Pendant que les gens s'agitaient, Claire et Julien s'éclipsèrent discrètement à l'extérieur. Ils marchèrent jusqu'à la fontaine au centre de la place entourée de lampions. « Vous regrettez déjà ?» demanda-t-il en la regardant. Elle souffla doucement. « Je ne sais pas encore, mais je ne me suis jamais sentie aussi vivante. » Julien, le lendemain matin, la lumière douce pénétrait à travers les rideaux de lin blanc, projetant des motifs délicats sur les murs de la maison de campagne.
Claire ouvrit les yeux lentement, le cœur encore alourdi par le tumulte de la veille. Elle avait dormi dans son ancienne chambre d'adolescente, celle de la maison familiale, où elle était revenue vivre quelques mois plus tôt après avoir quitté Lyon. Mais aujourd'hui, cette chambre ne lui appartenait plus tout à fait. Derrière la porte, dans la pièce voisine, dormait Julien Moreau, son mari depuis moins de 24 heures. Le silence régnait dans la maison. Les murs semblaient écouter, prudents, comme si eux aussi attendaient de comprendre ce qui venait de se produire. Claire resta quelques minutes allongée, les yeux fixés au plafond, tentant de se rappeler chaque détail. Elle se remémora le regard stupéfait, les vidéos, les rires nerveux, les applaudissements embarrassés. Puis elle pensa à la main de Julien dans la sienne, au ton calme de sa voix, à cette étrange certitude qu'il dégageait. Elle se leva, lentement, enfilant un pull trop large qui traînait sur la chaise. En traversant le couloir, elle sentit une odeur de café, légère, réconfortante, qui montait de la cuisine. Arrivée en bas, elle trouva Julien en train de préparer le petit déjeuner. Il portait une chemise à manches retroussées et un pantalon beige. Devant lui, une cafetière italienne sifflait doucement. Sur la table, 2 bols, des tartines, du beurre, de la confiture de framboise maison. Rien d'extravagant, mais tout respirait une simplicité attentive. Il se tourna vers elle sans sursauter. « Bonjour Claire, bien dormi ?» Elle hocha la tête, encore un peu surprise de le voir si à l'aise dans ce décor qui n'était pas le sien. « Tu sais où sont les choses, on dirait. » Il sourit. « J'ai ouvert quelques placards. J'espère ne pas avoir tout mélangé. » Elle prit place à table sans trop savoir quoi dire. Le silence entre eux n'était pas pesant, mais il portait la conscience aiguë de l'inconnu. Elle était mariée à cet homme, partageait désormais un toit avec lui, sans savoir quel genre. De musique il aimait ni il ronflait la nuit. Ils mangèrent en silence pendant quelques minutes. Puis, comme pour briser cette bulle étrange, Claire demanda « Pourquoi tu as accepté hier ?» Julien leva les yeux vers elle. « Parce que je t'ai vue debout, seule, au milieu de tous ces gens, et que tu avais l'air plus vivante que tous, réunis. Et aussi parce que je n'ai pas réfléchi. J'ai écouté. » Elle sourit malgré elle. Il disait cela avec une telle sincérité que toute suspicion devenait inutile. Et pourtant, quelque chose en lui échappait. Le reste de la journée s'écoula comme un rêve. Ils firent un peu de rangement, parlèrent des détails administratifs du mariage que l'oncle Jean avait promis de finaliser dans les jours à venir, et évitèrent soigneusement les sujets plus profonds. Claire l'observait en silence. Il était méticuleux sans être maniaque, discret sans être effacé. Il l'aidait à ranger les décorations restantes, portait les sacs poubelles au fond du jardin, s'occupait du compost. Il semblait parfaitement adapté à cette vie simple, comme s'il y avait toujours vécu. Et pourtant, elle sentait qu'il ne venait pas de là. À plusieurs reprises, elle tenta de lui poser des questions sur sa vie d'avant, mais Julien avait un talent singulier pour détourner la conversation sans que cela paraisse suspect. Quant à Or, elle lui demanda s'il avait des frères ou sœurs. Il répondit « Une famille assez compliquée. Et toi ?» Lorsqu'elle s'enquit de son métier, il répliqua « Des petits boulots, de la consultance, je fais en sorte de rester libre. » Et quand elle évoqua Paris, il se contenta de dire qu'il n'y vivait plus depuis longtemps. À la fin de ses éditions, la journée, Claire savait aussi peu de choses sur lui qu'au matin. Mais sa méfiance était adoucie par une forme d'intuition troublante. Julien ne mentait pas. Il se protégeait. Le soir venu, ils dînèrent sur la terrasse, face au jardin, où les lucioles commençaient à apparaître. Claire avait cuisiné un gratin de courgettes et Julien avait ouvert une bouteille de vin rouge. Ils parlèrent de choses légères, de films vus récemment, de voyages rêvés, de livres aimés. Chaque fois que la conversation risquait de basculer vers quelque chose de plus intime, l'un des deux changeait de direction. Ce jeu d'équilibre tenait bon, mais Claire sentait qu'il ne durerait pas éternellement. Quand ils montèrent à se coucher, il proposa de prendre le canapé. Elle refusa. « Il y a 2 chambres. Ce serait ridicule que tu dormes dans le salon. » Il accepta sans insister. Chacun referma la porte de sa chambre en silence. Mais cette nuit-là, Claire dormit peu. Elle repensait à ce geste irréfléchi qui avait changé sa vie, à cette alliance à son doigt qui la faisait passer de fiancée abandonnée à épouse d'un inconnu. Et surtout, elle pensait à Julien, à ce calme étrange, à ces silences habités. Elle avait la sensation de vivre au cœur d'un mystère
dont elle ne percevait encore que la surface. Vers 3 heures du matin, elle se leva pour boire un verre d'eau. En descendant, elle aperçut une lumière filtrée sous la porte du bureau. Elle s'approcha à pas feutrés et colla doucement son oreille. Elle n'entendit rien, juste un léger cliquetis, peut-être un clavier. Elle hésita à frapper puis se ravisa. De retour dans sa chambre, elle s'assit sur le lit. Un homme qui se levait la nuit pour écrire ou travailler en secret. Qui était-il? Vraiment? Un vagabond érudit? Un professeur retiré du monde? Ou quelque chose de tout à fait différent? Elle comprit alors que ce mariage, aussi impulsif qu'il fût, ne serait pas une simple parenthèse dans sa vie. C'était le début d'un chemin tortueux, rempli de zones d'ombre, mais étrangement attirant. Et malgré toutes les incertitudes, elle n'avait pas peur. Pas encore. Le soleil de fin d'après-midi baignait la maison d'une lumière dorée quand Claire entra dans la chambre de Julien à la recherche de son chargeur de téléphone. Elle avait oublié le sien dans la voiture et depuis quelques heures, son portable affichait obstinément un écran noir. Julien n'était pas là, parti faire une course au village, et elle profita de l'occasion pour fouiller discrètement parmi les affaires posées sur la commode. Elle trouva rapidement un chargeur universel, mais en refermant le tiroir, elle aperçut un sac à dos en toile grise jeté négligemment sur une chaise. Quelque chose dépassait légèrement de la fermeture, mal refermé. Un coin de papier cartonné, épais. Poussée par une impulsion qu'elle préféra ne pas interroger, Claire ouvrit doucement la poche latérale. À l'intérieur, elle découvrit une pochette en cuir noir, élégante, presque neuve. Elle hésita. Son cœur battait plus vite. Ce n'était pas qu'elle voulait violer l'intimité de Julien, ou du moins, c'est ce qu'elle tenta de se convaincre, mais elle avait besoin de réponses. Il y avait trop de zones d'ombre, trop de détails qui ne collaient pas. Elle ouvrit la pochette et en sortit un document de plusieurs pages, imprimé sur un papier filigrané. Elle lut les premières lignes, et son souffle se coupa. Il s'agissait d'un contrat de confidentialité, un accord juridique complexe, écrit en français et en anglais, avec des clauses sur la divulgation d'informations sensibles, des pénalités en cas de violation, et un engagement formel à la discrétion totale. Le nom de Julien y figurait clairement mentionné comme partie contractante, et celui de l'autre signataire appartenait à une entreprise technologique renommée, NovaX, un géant de l'innovation basé à Paris et spécialisé dans l'intelligence artificielle et la cybersécurité. Ce n'était pas un contrat lambda, c'était un accord à haut niveau, du type réservé aux consultants de premier ordre, aux cadres stratégiques ou aux dirigeants. Claire lut plusieurs paragraphes en diagonale, tentant de comprendre le rôle exact de Julien dans cette affaire. Il était stipulé qu'il avait accès à des données classifiées, à des prototypes confidentiels, à des stratégies internes de développement. Le genre d'information que l'on ne confie pas à un simple consultant freelance. Plus étrange, encore une clause mentionnait son droit de suspendre toute activité pendant une période indéterminée en cas de circonstances personnelles extraordinaires. Il avait donc le pouvoir de s'absenter à sa guise, sans justification, sans impact contractuel, un privilège rarissime, réservé aux plus hauts échelons. Avant qu'elle puisse aller plus loin, elle entendit des pas sur les graviers de l'allée. Julien rentrait. Paniquée, elle referma précipitamment la pochette, la remit dans le sac, tira la fermeture et se dirigea vers la salle de bain en simulant la recherche d'un sèche-cheveux. Lorsqu'il ouvrit la porte, il la trouva en train de trier des serviettes dans l'armoire murale. « Tu cherchais quelque chose ?» demanda-t-il, souriant. « Juste un adaptateur. Ton chargeur ne marche pas avec mon téléphone. » Il ne sembla pas soupçonner quoi que ce soit. « J'en ai un autre dans la cuisine, je te le passe. » Elle le suivit, les pensées en désordre. Ce qu'elle venait de découvrir changeait radicalement la perspective qu'elle avait de lui. Il n'était pas un homme simple. Il n'était pas un promeneur tranquille, venu se réfugier dans un village pour fuir une vie monotone. Il appartenait à un monde de décisions à plusieurs millions d'euros, de projets secrets et d'alliances industrielles. Et pourtant, il faisait la vaisselle le soir, passait l'aspirateur sans qu'on le lui demande, vivait dans une maison modeste avec une femme qu'il avait épousée sur un coup de tête. Le contraste était déroutant. Elle se souvenait de ses gestes précis quand il cuisinait, de la façon dont il choisissait les légumes, du soin qu'il mettait à aligner les livres sur l'étagère. Tout cela dégageait une discipline,
une rigueur presque militaire. Mais, enrobée d'une douceur rare, elle avait pris cela pour une forme de calme naturel, une sérénité acquise avec le temps. Elle se rendait compte à présent que c'était peut-être le résultat d'une formation, d'une éducation, ou même d'un conditionnement imposé par un environnement exigeant. Ce soir-là, ils dînèrent comme d'habitude, parlant de la météo des marchés du village, d'une série qu'elle voulait lui faire découvrir. Julien ne laissait transparaître aucun changement, aucune nervosité. Il semblait sincèrement présent, attentif, engageant. Claire, elle, jouait son rôle, avec prudence. Elle ne voulait pas qu'il sache qu'elle avait vu le contrat. Pas encore. Elle avait besoin de comprendre plus, de chercher des indices sans éveiller les soupçons. Elle savait qu'un faux pas pouvait le faire se refermer comme une huître. Une fois couchée, elle resta longtemps éveillée, repassant les détails du document dans sa tête. Elle n'avait pas mémorisé tous les termes. Mais une chose était sûre, Julien n'était pas un inconnu tombé du ciel. Il était lié à des réseaux puissants. Il avait un rôle à jouer dans des sphères bien au-delà de ce qu'il voulait, bien montré. Et surtout, il faisait tout pour le cacher. Pourquoi? Était-il en danger? Fuyait-il quelque chose? Ou quelqu'un? Était-il impliqué dans une affaire plus grave qu'il n'y paraissait? Le lendemain matin, elle attendit qu'il parte faire son jogging pour retourner dans la chambre. Le sac n'avait pas bougé. Elle l'ouvrit de nouveau, cherchant cette fois un indice plus personnel. Entre les plis de la pochette, elle trouva un ticket de train. Première classe. Un Paris-Lyon daté de 3 jours avant le mariage. Ce n'était pas une coïncidence. Julien n'était pas dans le village par hasard. Il avait planifié sa venue. Peut-être pas le mariage, mais sa présence, oui. Cela remettait tout en question. Il avait un objectif, une raison. Et Éline faisait désormais partie. Ce soir-là, l'air portait l'odeur du bois chauffé par le soleil et des feuilles fraîchement coupées. Claire préparait une tisane dans la cuisine, les gestes mécaniques, l'esprit ailleurs. Depuis la découverte du contrat dans le sac de Julien, ses pensées tournaient en boucle. Elle évitait de le confronter, mais chaque conversation, chaque regard, chaque silence devenait un terrain glissant. Elle observait désormais les moindres détails, la façon dont il posait ses couverts, la précision avec laquelle il repliait le journal, le calme étudié dans sa posture. Il y avait une maîtrise constante de lui-même qui ne pouvait pas être simplement innée. Julien savait dissimuler. Il le faisait avec élégance, mais il le faisait. Alors qu'elle versait l'eau chaude dans la tasse, elle entendit la porte d'entrée se refermer doucement. Elle jeta un œil par la fenêtre. Julien marchait dans le jardin, son téléphone à l'oreille. C'était banal et pourtant, il ne prenait jamais d'appel devant elle. Elle n'avait pas remarqué ce détail auparavant, mais maintenant, il prenait tout son sens. Il parlait bas dos à la maison. Claire sortit sans bruit par la porte latérale et s'approcha lentement, pieds nus sur le dalle de pierre. Elle se dissimula derrière le vieux prunier, le cœur battant plus vite que d'habitude. La voix de Julien était différente, plus ferme, plus sèche, et surtout qu'il parlait en anglais. Son accent était parfait, sans hésitation. « Yes, I know, but I told you I need more time. » Il marqua une pause, écouta en silence. « No, not yet. She doesn't know. She suspects something, but I'm keeping it under control. » Claire sentit son estomac se nouer. Il parlait d'elle. « No, I haven't sent the file. Security level is too high here. Yes, I will, I promise. Tell him I'll call by the end of the week. » Puis il s'arrêta, tourna légèrement la tête, comme s'il avait perçu une présence. Claire recula instinctivement, un pas sur une branche morte fit craquer le silence. Elle se figea. Julien se retourna lentement, scruta les environs, puis reprit la parole, plus bas cette fois. « I have to go. I'll call later. » Il raccrocha. Claire resta cachée, le souffle court, les idées en désordre. Il rentra dans la maison sans la voir. Elle attendit quelques minutes avant de rentrer à son tour, le visage impassible. Julien était assis dans le salon, un livre à la main. « Tu veux de la tisane ?» demanda-t-elle en s'approchant. Il releva les yeux. « Volontiers. » Rien dans son attitude ne trahissait ce qu'il venait de dire quelques instants plus tôt. Il était maître de lui-même, comme toujours. Trop. Durant les jours suivants, Claire chercha à en savoir plus. Elle fouilla sur Internet, tenta de trouver une trace de Julien Moreau dans les registres, les réseaux sociaux, les articles de presse. Rien.
Ni compte Facebook, ni profil LinkedIn, ni mention officielle. Elle tenta des recherches inversées avec la photo de son passeport, prise en cachette, mais les résultats furent décevants. C'était comme s'il avait effacé toute présence numérique, ou comme s'il n'en avait jamais eu. Un soir, alors, qu'elle arrosait les plantes sur le balcon, elle entendit de nouveau sa voix au téléphone. Cette fois en français, mais avec un ton formel. « Il faut que le transfert reste discret. Personne ne doit faire le lien avec l'affaire du Luxembourg. » Il s'interrompit un instant. « Oui, elle est toujours là. Non, elle ne sait rien. De concret, je suis prudent. » Cette dernière phrase glaça Claire. Il la considérait comme un élément à surveiller. Elle n'était pas seulement sa femme, elle était un risque potentiel. Et lui, manifestement, était impliqué dans quelque chose de bien plus vaste que ce qu'il laissait entendre. Elle commença alors à noter ses habitudes. Il se levait tous les matins à 7 heures, courait exactement 45 minutes, revenait pour un café noir et lisait Le Monde. Il passait 1 heure dans son bureau entre 10 heures et midi. L'après-midi, il sortait souvent Marcheroux faire des courses. Le soir, il dînait toujours légèrement, lisait ou regardait un film, puis se couchait à 23 heures précises. Une routine réglée comme une horloge suisse. Trop précise. Pour être anodine. Une nuit, elle ne dormit presque pas. À 3 heures, elle se leva et s'approcha du bureau. La porte était fermée, mais une lueur bleutée filtrait par la fente du bas. Elle colla l'oreille, aucun bruit. Elle descendit à la cuisine, cherchant quelque chose à grignoter, mais son esprit restait fixé sur cette lumière. Qui travaillait ainsi en pleine nuit, sinon quelqu'un qui n'avait pas le choix? Quelqu'un pour qui le jour servait de couverture. Elle se demanda s'il était un fugitif, ou un agent secret, ou même un manipulateur de haut vol. Les scénarios se multipliaient dans son esprit. Mais aucun ne pouvait être confirmé, et cela la rendait folle. Elle voulait savoir, elle devait savoir. Le lendemain, elle tenta de le confronter à demi-mot. « Tu ne m'as jamais parlé de ton travail. » Il leva les yeux, surpris. « Tu ne m'as jamais vraiment demandé. » Elle sourit, crispée. « Tu fais quoi exactement ?» Julien posa sa tasse. « Rien de passionnant. Je conseille des entreprises, surtout dans la technologie. Beaucoup de confidentialité, je ne peux pas entrer dans les détails. » Elle acquiesça sans rien dire. Il avait répondu « techniquement ». Mais il n'avait rien dit, elle comprit qu'elle n'obtiendrait rien par des questions directes. Elle allait devoir fouiller plus profondément. Trouver quelqu'un qui connaissait Julien d'avant. Quelqu'un qui pourrait lui dire qui il était vraiment. Parce que derrière le mari attentif, le lecteur silencieux, le cuisinier patient, il y avait un autre homme. Un homme que l'on appelait Monsieur le Président au téléphone. Et Claire était bien décidée à découvrir pourquoi. L'idée germa dans son esprit comme une graine semée en pleine nuit. Elle ne savait plus exactement à quel moment elle avait décidé de le suivre, mais à présent, il n'y avait plus de retour possible. Claire avait trop de doutes pour rester les bras croisés, trop de soupçons pour continuer à partager le même toit dans l'ignorance. Ce mardi-là, dès l'aube, elle prépara son plan. Julien partait tous les mercredis, matin pour ce qu'il appelait une promenade de routine, dans la région lyonnaise, parfois prétextant une rencontre avec d'anciens collègues, d'autres fois une visite à la librairie de la Presqu'île. Toujours seul, toujours discret, toujours à la même heure. Elle se leva plus tôt que lui, prétendant devoir appeler un fournisseur pour sa boutique de fleurs. Lorsqu'il descendit pour son café, elle agissait avec un naturel presque parfait. « Tu rentres pour le déjeuner ?» demanda-t-elle. Il secoua la tête. « Je vais sans doute m'arrêter chez Marc à Villeurbanne. On ne s'est pas vu depuis longtemps. » Elle sourit. « Bien, amuse-toi. » Dès qu'il franchit la porte, elle enfila des baskets, prit son sac et grimpa dans la voiture, stationnée à quelques mètres derrière la sienne. Elle laissa passer quelques minutes, puis démarra, roulant à distance raisonnable, sans se faire remarquer. Julien prenait toujours le même chemin, en direction de Lyon, mais cette fois, il bifurqua plus tôt que prévu, quittant l'autoroute pour s'enfoncer dans les rues résidentielles d'un quartier chic du centre. Claire accéléra légèrement, se faufilant entre les feux verts pour ne pas le perdre de vue. Il se gara dans une rue bordée de platanes, devant un immeuble moderne, au design sobre mais luxueux. La façade était en verre fumé, les finitions métalliques impeccables. Pas de plaque visible, pas de logo. Rien qui permette d'identifier l'activité du lieu.
Julien sortit calmement de la voiture, son attaché-case à la main, et entra dans le bâtiment après avoir échangé quelques mots avec le portier. Claire, garée un peu plus loin, descendit à son tour, marcha vers l'entrée, essayant de paraître comme une simple passante. Lorsqu'elle s'approcha, elle tenta de pénétrer discrètement dans le hall. Mais le portier, un homme costaud à l'allure impeccable, lui barra poliment le passage. « Bonjour madame, avez-vous un rendez-vous » Elle hésita. « Je cherche Julien Moreau. » L'homme fronça légèrement les sourcils. « Monsieur, Moreau ne reçoit personne aujourd'hui. Désolé. » Claire recula, la gorge sèche. Le ton du portier n'avait rien de celui d'un réceptionniste d'immeuble standard. Il parlait avec l'autorité d'un agent de sécurité expérimenté. Et surtout, il connaissait Julien. Il l'appelait Monsieur Moreau, avec un respect mesuré, comme on s'adresse à un supérieur hiérarchique. Cela confirmait ce qu'elle pressentait. Julien n'était pas un simple consultant. Il travaillait ici. Il dirigeait peut-être même cet endroit. Elle s'éloigna, les jambes un peu tremblantes, le cœur battant trop fort. Elle fit mine de répondre à un appel sur son téléphone pour justifier sa présence dans la rue, puis regagna sa voiture. Une fois à l'intérieur, elle ferma les yeux quelques secondes. Le monde qu'il lui cachait n'était pas un détail. Ce n'était pas une omission par discrétion. C'était une double vie. L'homme qu'elle avait épousé sur un coup de tête était un inconnu dont elle commençait à peine à deviner l'ampleur. De retour à la maison, elle ne dit rien. Julien rentra tard, comme prévu, un léger sourire sur le lèvre. « Marc, t'embrasse, dit-il en posant sa veste. Claire hocha la tête, feignant l'indifférence. « Tu devrais l'inviter un de ces jours. J'aimerais le rencontrer. » Julien s'immobilisa une fraction de seconde. « Oui, bonne idée. Quand tu veux. » Cette pause imperceptible fut suffisante pour raviver ses soupçons. Il mentait. Encore, et il le faisait avec tant d'aisance que cela la troubla profondément. Le soir venu, elle fit mine de s'endormir tôt. Elle avait besoin de solitude pour réfléchir, pour assembler les pièces du puzzle. L'image qu'elle avait de Julien ne cessait de se fissurer. Il était à la fois proche et lointain, attentionné mais distant. Un homme qui connaissait le nom de chaque plante du jardin, mais qui cachait ses appels téléphoniques et ses trajets. Elle songea à toutes les fois où il avait évité ses questions, toutes les demi-vérités enveloppées de sourires. Elle passa une partie de la nuit à chercher des informations sur le bâtiment qu'elle avait vu à Lyon. En recoupant les adresses, les entreprises implantées dans ce quartier et les profils d'affaires liés à Novaex, elle tomba sur un nom qui revint plusieurs fois, Fondation M.O.R.E, acronyme de Mobilité, Ordinateur, Réseau et Éthique. Une entité à la fois caritative et technologique, très secrète, sans site web officiel, mais mentionnée dans quelques rapports de l'Union européenne. À sa tête, un conseil anonyme dirigé par un président exécutif, dont l'identité n'était jamais dévoilée dans les documents publics. Claire sentit une sueur froide lui parcourir l'échine. Et si Julien était ce président anonyme? Tout concordait. Le niveau de confidentialité, les déplacements réguliers, l'absence de présence numérique, le contrat de silence avec Novaex. Ce n'était plus une supposition, c'était presque une certitude. Elle vivait avec un homme qui dissimulait une position de pouvoir énorme derrière un masque de normalité. Et il avait choisi de venir ici, dans ce village paisible, juste avant de la rencontrer. Ou peut-être n'était-ce pas un hasard. Peut-être avait-il tout prévu. Elle se leva, marcha jusqu'à la cuisine, ouvrit le frigo sans savoir ce qu'elle cherchait. Elle avait soif, mais surtout, elle avait peur. Pas de lui, non. La tension flottait dans l'air comme une corde trop tendue. Claire n'en pouvait plus d'attendre. Les fragments de vérité qu'elle avait réunis ne suffisaient plus à contenir les questions qui la hantaient nuit et jour. Elle avait vu, entendu, découvert bien plus qu'il n'en fallait pour exiger des réponses. Et ce matin-là, après une nuit d'insomnie, elle décida que le moment était venu. Julien était en train de tailler la haie dans le jardin quand elle l'appela d'une voix ferme. Il leva les yeux vers elle, surpris, un sécateur à la main. Elle ne lui laissa pas le temps de répondre. « Je sais que tu ne vas pas chez un ami à Villeurbanne. Je t'ai suivi. Je t'ai vu entrer dans cet immeuble. J'ai parlé au portier. Tu n'as jamais eu l'intention de me dire la vérité, n'est-ce pas ?» Julien se redressa lentement. Son visage se ferma, mais pas dans une colère défensive. Plutôt comme quelqu'un qui vient d'être découvert et qui n'a plus d'autre choix que de tout révéler. Il posa calmement l'outil sur la table de jardin. «
Rentrons, Claire, je vais tout expliquer. » Ils s'assirent dans le salon sans bruit. Le silence était plus épais que jamais. Julien resta quelques secondes les mains croisées, les yeux fixés sur le sol. Puis il parla d'une voix posée. « Je ne suis pas un consultant, je ne l'ai jamais été. Tu avais raison de te méfier. Je suis le président exécutif d'un groupe privé qui contrôle plusieurs entreprises dans le domaine technologique, notamment Novahex. Ce que tu as vu dans mon sac était un contrat de confidentialité lié à des projets classifiés. Et cet immeuble où tu m'as suivi est l'un de nos sièges. » Claire resta figée. Il venait de confirmer tout ce qu'elle redoutait. Mais l'entendre de sa bouche donnait à ses mots une gravité nouvelle. Julien poursuivit. « Il y a 1 an, ma famille a été impliquée dans un scandale. Une fuite de données sensibles, des accusations de détournement que nous avons finalement prouvées fausses, mais l'affaire a fait grand bruit. La presse m'a traqué, les réseaux sociaux ont détruit ma réputation. J'ai décidé de me retirer. J'ai quitté Paris, j'ai changé de rythme, de visage public. Le village m'a offert l'anonymat. » Elle serra les poings. « Et moi dans tout ça? Tu m'as épousé parce que tu avais besoin de te cacher derrière une vie ordinaire. Tu t'es servi de moi ?» Il secoua la tête lentement. « Non, Claire. Quand je suis allé à ce mariage, je ne savais même pas que c'était le tien. Je me promenais comme je le fais souvent, et quand je t'ai vu, seul devant l'autel, j'ai ressenti quelque chose que je ne peux pas expliquer. Ce n'était pas calculé, c'était instinctif. J'ai dit oui parce que je voulais le faire. » Elle se leva brusquement. La colère, la déception, la trahison, tout se mélangeait en elle. « Tu ne peux pas dire que ce n'était pas calculé. Tu as menti chaque jour. Tu m'as regardé droit dans les yeux pendant des semaines en cachant ton identité, ton passé, ta vie. Et tu veux que je croie que ce n'était pas une manipulation ?» Julien resta assis, le regard lourd. « Je voulais te protéger. Plus je te connaissais, plus j'avais peur de te perdre si tu savais. » Claire s'éloigna de quelques pas. Le sol semblait se dérober sous ses pieds. Le mariage, leur quotidien, les moments partagés, tout cela prenait désormais une couleur trouble. Hélène savait plus ce qui avait été vrai. Les dîners tranquilles, les promenades silencieuses, les regards complices, étaient-ils sincères ou faisaient-ils partie de cette mise en scène? Hélène retourna, les larmes aux yeux. « Je ne peux pas te faire confiance. Pas maintenant, peut-être jamais. » Julien se leva à son tour. « Je comprends. Et je ne te retiendrai pas. » Elle ne répondit pas. Elle monta dans sa chambre, ferma, la porte à clé, et s'effondra sur le lit. Ce n'était pas seulement la colère ou la déception, c'était un deuil, celui d'une illusion, d'un espoir. Elle s'était laissée entraîner dans une aventure pour fuir l'humiliation d'un abandon, et elle se retrouvait piégée dans un mensonge encore plus vaste. Le lendemain matin, elle fit ses valises. Pas grand-chose. Quelques vêtements, ses carnets, ses outils de travail. Julien ne tenta pas de l'arrêter. Il la regarda partir avec une douleur muette, sans un mot. Elle retourna s'installer chez une amie à Lyon, le temps de réfléchir. Les jours suivants furent confus. Elle parlait, peu évitait les réseaux sociaux. Mais l'histoire avait déjà éclaté. Des photos de leur mariage improvisé circulaient sur les blogs de potins, les sites de curiosité. La mariée abandonnée qui épouse un inconnu devenu milliardaire. Les titres étaient accrocheurs. Les journalistes affluaient, cherchaient à la joindre. Elle ignorait les appels, refusait les entrevues. Elle voulait comprendre, digérer, retrouver ses repères. Un matin, elle reçut un colis sans expéditeur. À l'intérieur, une clé USB. Elle hésita longtemps avant de la brancher. Sur l'écran s'afficha une série de vidéos, de documents, de courriels. Des preuves que Julien n'avait pas menti sur le scandale, sur sa volonté de se retirer. Des images de réunions où il défendait des causes éthiques, où il refusait des investissements douteux, où il parlait de changement. Elle regarda chaque enregistrement avec une attention fébrile. Et à mesure que les minutes passaient, quelque chose en elle se fissurait. Julien avait menti, oui, mais peut-être pas pour de mauvaises raisons. Il avait trahi sa confiance, mais pas son cœur. Elle pensa à tout ce qu'ils avaient vécu ensemble, au silence partagé, aux gestes sans parole, à la douceur de ses attentions. Il y avait de la vérité là-dedans, de l'authenticité malgré le mensonge. Et cela la bouleversait plus que tout. Elle s'assit au bord du lit, la clé encore dans la main. Il lui avait caché qui il était.
Mais ce qu'il lui avait donné, sans qu'elle le comprenne tout de suite, c'était plus que des explications. C'était une part de lui-même. Et c'était cette part, aujourd'hui, qu'elle ne savait plus si elle devait rejeter ou retrouver. Les casses. Jours qui suivirent le départ de Claire furent teintés d'un silence étrange. À Lyon, elle retrouvait les sons familiers de la ville. Les klaxons, les discussions des cafés, les enfants qui jouaient dans les cours d'école, mais rien de tout cela ne suffisait à chasser la sensation persistante de vide. Elle s'était installée chez Camille, une amie de longue date qui la laissait tranquille sans poser trop de questions. Claire passait ses journées à organiser des commandes pour sa boutique de fleurs sans vraiment se soucier de leur destination, et ses soirées à tourner en rond dans l'appartement, l'esprit envahi par des souvenirs qu'elle aurait voulu effacer. Julien n'avait pas tenté de la contacter. Pas une lettre, pas un appel, pas un message. Ses silences auraient dû la soulager. Il n'en était rien. Elle scrutait son téléphone, espérant une explication supplémentaire, une demande de pardon, même maladroite. Rien. Cette absence d'insistance la déroutait autant qu'elle la blessait. Était-il en train de respecter sa volonté ou de tourner la page sans elle? Elle ne savait plus ce qui la dérangeait le plus. Elle retourna au village une semaine plus tard, officiellement pour vérifier le stock de la boutique. Officieusement, elle avait besoin de revoir les lieux, de comprendre ce qui lui manquait. Le jardin semblait intact, comme figé dans le temps. À la boulangerie, l'atmosphère avait changé. Les regards étaient moins curieux, plus pleins d'égards. Certains clients lui adressaient des sourires gênés, d'autres faisaient mine de ne pas la reconnaître. Une vieille dame s'approcha d'elle discrètement, lui prit la main et murmura. Il avait toujours un mot gentil pour tout le monde. Depuis qu'il est parti, on sent qu'il manque quelque chose ici. Claire resta figée, surprise. Il est parti. La vieille dame hocha la tête. Depuis 3 jours, plus de voitures, plus de lumière la nuit. J'espère qu'il va bien. Elle n'en dit pas plus, mais laissa Claire avec un étrange frisson dans le dos. Julien n'était donc pas resté. Il avait quitté la maison sans rien dire, peut-être définitivement. Le poids de cette nouvelle l'écrasant instant. Elle avait cru qu'il attendrait, qu'il espérerait. Elle se rendit ensuite chez le poissonnier, un homme jovial nommé Michel, qui accueillit Claire avec une tape amicale sur l'épaule. « J'ai entendu dire que tu avais vécu un sacré feuilleton. Mais je te le dis, Claire, ce type-là, c'était pas n'importe qui. Il venait me voir 2 fois par semaine, me demandait toujours comment allait mon frère malade. Il prenait des nouvelles, il écoutait, pas comme ce genre de passage qui ne regarde même pas le vendeur dans les yeux. À la pharmacie, même discours. Il m'a aidé à rentrer un carton trop lourd. Il connaissait le nom des plantes médicinales mieux que moi, raconta la jeune préparatrice. Au fil des rencontres, une image nouvelle de Julien se dessinait, bien différente de celle de l'homme secret qu'elle avait découvert. Il n'avait pas seulement joué un rôle auprès d'elle, mais aussi auprès de tout le village. Il s'était intégré, avait observé, aidé, écouté, pas pour se cacher, pas pour manipuler, simplement parce que cela faisait partie de lui. Cela, Claire ne pouvait plus l'ignorer. Pendant ce temps, Julien faisait face à un tout autre orage. À Paris, la nouvelle de son mariage avait fini par atteindre les médias généralistes. Les tabloïds s'étaient emparés de l'affaire avec voracité. Le milliardaire incognito épouse une fleuriste après avoir été abandonné à l'hôtel. Métita, le PDG fantôme qui cachait un cœur blessé. Mariage par vengeance ou amour véritable. Les spéculations allaient à bon train. Les images de leur cérémonie improvisée, les vidéos filmées par les invités, les réactions des internautes, tout accumulait comme une tempête médiatique imprévisible. Julien était resté silencieux jusqu'alors. Il s'était réfugié dans un appartement discret du 11e arrondissement, tentant de gérer les conséquences de son exposition soudaine. Son équipe de communication, affolée, lui proposait de publier un communiqué de presse, de nier la véracité du mariage, voire de faire annuler l'union en silence. Il refusa. Il avait fui le projecteur pendant plus d'1 an pour ne pas céder à la pression. Il n'allait pas revenir sous les feux des médias par le mensonge, mais il ne savait pas encore comment affronter cette vérité. C'est en regardant une émission d'actualité, où un présentateur moquait leur histoire avec une ironie cruelle, que Julien prit une décision. Il appela son attaché de presse et lui dit simplement « Je vais parler, en direct, et je veux que ce soit humain, pas une opération de nettoyage. »
Il choisit une chaîne nationale, une journaliste respectée pour sa rigueur et son empathie, et fixa l'interview pour le samedi suivant. Claire, de son côté, apprit la nouvelle par hasard. Une notification sur son téléphone. Un article partagé par un ancien camarade de classe. Julien Moreau parlera pour la première fois depuis la révélation de son mariage secret. Elle sentit son cœur s'accélérer. Elle hésita à regarder l'émission. Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle le ferait. Parce que malgré tout ce qu'elle avait vécu, une partie d'elle voulait encore entendre sa voix, chercher dans ses mots une vérité qui dépasserait les apparences. Elle passa la journée suivante dans un état d'attente fébrile. Elle relut les lettres qu'elle n'avait jamais envoyées, relut son journal, se demanda si elle avait exagéré, si elle avait fui trop vite. La colère était toujours là, mais la raison reprenait sa place lentement. Ce n'était plus une question de trahison. C'était une question de compréhension. Et pour comprendre, elle devait écouter. Même si cela faisait mal, même si cela la bouleversait, même si cela changeait tout, encore une fois. La France entière semblait suspendue à cette soirée de samedi. Les réseaux sociaux frémissaient, les hashtags se multipliaient à une vitesse impressionnante, les chaînes d'information annonçaient l'événement comme s'il s'agissait d'une allocution présidentielle. Julien Moreau, le PDG disparu, l'homme au mariage surprise, allait parler. À 20h précises, dans un studio parisien baigné de lumière tamisée, il apparaîtrait enfin pour donner sa version des faits. Pendant ce temps, Claire, assise seule dans l'appartement de Camille, serrait une tasse de thé devenue froide. Elle avait hésité jusqu'à la dernière minute. Mais maintenant, l'écran de la télévision allumé, elle ne pouvait plus reculer. Elle voulait entendre sa voix, comprendre ce qu'il dirait, voir s'il oserait parler d'elle. L'émission s'ouvrit sur un plan large du studio, où la journaliste Hélène Marceau salua sobrement les téléspectateurs. Son ton était calme, mesuré. Ce soir, un homme connu du monde des affaires mais discret dans les médias a choisi de sortir du silence. Julien Moreau, que certains appellent le PDG fantôme, va nous parler pour la première fois depuis son retrait de la vie publique et depuis son mariage inattendu. L'image bascula sur Julien assis en face d'elle, vêtu d'un costume sobre sans cravate. Il avait l'air fatigué, mais digne. Les traits tirés par l'attente peut-être, mais les yeux clairs fixés droit devant. Après quelques questions préliminaires sur sa disparition du paysage économique, Julien parla d'une voix posée. Il raconta la tempête médiatique, le scandale autour de sa famille, les attaques personnelles, la pression constante. Il expliqua qu'il avait décidé de disparaître non par faiblesse, mais pour se protéger, pour réfléchir, pour reconstruire. Puis, très vite, la journaliste l'amena au cœur du sujet. « Parlez-nous de ce mariage. Vous êtes arrivé dans un petit village en tant qu'anonyme, et quelques jours plus tard, vous épousiez une femme abandonnée devant l'autel. Était-ce une stratégie? Une impulsion ?» Julien ferma les yeux une seconde, inspira, puis répondit « Ce n'était ni un plan ni une fuite. Ce jour-là, je n'avais aucune intention de me mêler à quoi que ce soit. J'étais venu marcher, respirer, et puis je l'ai vue. Elle était debout, seule, dans une robe blanche, entourée de gens qui ne savaient pas comment réagir. Il y avait dans son regard une force, une dignité et une détresse que je n'oublierai jamais. Elle a prononcé cette phrase presque pour elle-même. Je pourrais me marier avec le premier homme décent venu. Et j'ai su que je ne pouvais pas rester là, silencieux. Le studio retint son souffle. Claire, devant l'écran, sentit un frisson courir sur ses bras. Il parlait d'elle sans détour. Il continuait. Ce n'était pas une comédie. Ce n'était pas un acte de vengeance ou d'orgueil. C'était un geste brut, vrai. Une réponse à quelque chose que je ne comprenais pas encore, mais que je ressentais profondément. Avec elle, j'ai retrouvé ce que j'avais perdu, l'essentiel, le quotidien, la vérité des gestes simples. La journaliste, bien que touchée, reprit « Et pourquoi avoir caché votre identité? N'était-ce pas une forme de trahison ?» Julien ne se défendit pas. Il acquiesça doucement. « Oui, c'était une erreur. Je voulais la protéger de mon passé. Je voulais vivre quelque chose de vrai, sans le poids de mon nom, sans l'image qu'on avait de moi. Mais à force de vouloir préserver ce lien, je l'ai fragilisé et je l'ai perdu. » Claire sentit les larmes lui monter aux yeux. Il parlait avec une sincérité désarmante. Ce n'était pas un discours préparé, elle le sentait. C'était un aveu.
un homme en train de se dépouiller de toutes ses protections. La journaliste conclut en posant une question directe. « Vous regrettez ?» Julien répondit sans hésiter. « Je regrette de ne pas avoir eu le courage de lui dire la vérité plus tôt. Mais je ne regrette rien d'autre. Ce mariage, aussi improbable qu'il soit, est la chose la plus réelle que j'ai jamais vécue. » Après l'interview, les réactions explosèrent. Les réseaux sociaux se remplirent de messages de soutien, de débats, de récits personnels. Beaucoup se reconnaissaient dans la fragilité de Julien, dans le paradoxe de son geste. Certains le traitaient encore de manipulateur, d'autres de héros romantique moderne. Mais pour Claire, l'impact fut tout autre. Elle resta assise longtemps, après la fin de l'émission, les mains posées sur ses genoux, le regard vide. Ce qu'elle venait d'entendre résonnait dans son corps comme une onde. Elle se leva finalement, sortit dans la nuit fraîche. Les rues de Lyon étaient calmes, les volets fermés, les trottoirs luisants sous les lampadaires. Elle marcha sans but précis, passant devant des vitrines, des terrasses vides, des taxis à l'arrêt. Elle repensait à chaque mot, à chaque regard de Julien pendant l'interview. Il n'avait pas essayé de la convaincre. Il n'avait rien demandé, il avait simplement raconté. Et c'était cela qui la bouleversait. Sur le chemin du retour, elle passa devant une papeterie. Dans la vitrine, un carnet en cuir brun attira son attention. Elle entra presque mécaniquement et l'acheta sans réfléchir. Dès retour chez Camille, elle s'installa à la table de la cuisine et commença à écrire. Pas une lettre, pas une réponse, mais un exercice de vérité. Elle nota ce qu'elle ressentait, ce qu'elle avait compris, ce qui la blessait encore et ce qui lui manquait. Les mots coulaient sans effort. Elle remplit plusieurs pages. Quand elle releva la tête, le jour commençait à se lever. Elle ne savait pas encore ce qu'elle allait faire, mais elle savait que quelque chose venait de changer. Elle avait entendu Julien. Elle l'avait cru. Et peut-être, juste peut-être, était-ce un début. Pas une fin. Un battement d'ailes au cœur du tumulte. Une promesse fragile. Une ouverture vers quelque chose de plus grand que la colère, plus profond que la douleur. Une possibilité. Le jour s'était levé avec une lumière pâle, presque timide. Claire se réveilla sans bruit, les paupières encore lourdes des émotions de la veille. Elle avait dormi sur le canapé, le carnetin cuir brun posé contre sa poitrine. Les pages qu'elle avait remplies durant la nuit l'avaient apaisée. Pour la première fois depuis des semaines, elle sentait quelque chose se stabiliser en elle. Ce n'était pas encore du pardon ni même de la clarté, mais une forme de paix douce et provisoire, un entre-deux nécessaire. Camille n'était pas encore levée. Claire prépara un café, le but en silence, puis ouvrit la fenêtre pour laisser entrer l'air frais du matin. La ville s'éveillait lentement. Des enfants passaient en trottinette. Des commerçants ouvraient leurs rideaux métalliques. Les pigeons volaient en cercles flous. Le quotidien, dans son rythme immuable, contrastait violemment avec le tumulte intérieur qu'elle portait encore. Elle se demanda l'espace d'un instant ce qu'aurait été sa vie si Thomas ne l'avait pas abandonnée. Une cérémonie sans éclat, un avenir probablement tiède. Et elle comprit que même dans la douleur, Julien avait été le déclencheur de quelque chose de vrai. Elle décida de retourner au village, pas pour le chercher, juste pour se réapproprier les lieux, pour marcher dans leur maison, respirer les parfums familiers, regarder les objets qu'ils avaient choisis ensemble. Elle arriva à la maison en fin de matinée. Tout semblait intact. Pas de courrier dans la boîte, pas de poussière en excès, comme si Julien avait continué d'entretenir le lieu jusqu'à son départ. Elle entra, posa ses affaires et s'assit dans la cuisine, laissant le silence l'engloutir. Elle parcourut les pièces lentement, toucha les coussins, observa les cadres au mur, ouvrit les tiroirs avec précaution. Rien n'avait été déplacé. Rien de visible, du moins. Mais en ouvrant la porte du placard de la chambre, elle remarqua un petit espace vide entre les piles de draps. Elle s'en approcha, curieuse. Et là, glissée sous une serviette, elle trouva une enveloppe non cachetée. Sur le devant, son prénom, écrit d'une écriture familière mais un peu tremblante. Claire. Ses mains se mirent à trembler. Elle sortit la lettre, s'assit au bord du lit et lut. Claire, je t'écris cette lettre sans savoir si tu la liras un jour. Peut-être la trouveras-tu par hasard, peut-être jamais. Peut-être la brûleras-tu sans l'ouvrir. Mais je dois te dire ce que je n'ai pas su te dire à voix haute. Je dois te parler sans me cacher, sans mentir, sans détour. Tu es entré dans ma vie comme un ouragan silencieux. Tu as tout changé en moi sans le vouloir. Le jour de notre rencontre, je ne cherchais rien.
J'étais venu fuir, me taire, disparaître. Et tu étais là, debout dans ta robe blanche, digne au milieu du chaos. Je ne pouvais pas partir, pas sans faire quelque chose. Ce que j'ai fait, je ne le regrette pas. Ce mariage improvisé, cet acte fou, c'était la première décision libre que j'ai prise depuis des années. Je ne t'ai pas dit la vérité parce que j'avais peur. Peur que tu me rejettes à cause de ce que je suis, de ce que je représente, de ce passé que je traîne comme une chaîne. Mais j'ai compris trop tard que mentir pour protéger quelqu'un, c'est souvent le blesser davantage. Je ne voulais pas te manipuler, ni te réduire à un rôle dans ma comédie. Tu étais réel. Et moi, je voulais être réel aussi, pour une fois. Tu m'as offert un regard nouveau sur la vie. Grâce à toi, j'ai redécouvert le goût du matin, la saveur, du silence partagé, la beauté des choses simples. Grâce à toi, j'ai cru que je pouvais recommencer, que je pouvais aimer, que j'étais encore capable d'être aimé. Je ne sais pas si tu me pardonneras un jour, peut-être que tu ne devrais pas. Mais sachez que tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dit, même dans le mensonge, était animé par un sentiment vrai. Je t'aime. Je t'aime d'une manière que je ne peux pas expliquer et que je n'aurais jamais imaginée. Si tu choisis de m'oublier, je l'accepterai. Si tu veux tourner la page, je n'essaierai pas de la rouvrir. Mais si un jour tu veux parler, si un jour tu veux savoir qui je suis vraiment, je serai là. Pas comme président, pas comme PDG, pas comme héritier d'un empire, mais comme un homme qui t'a aimé avec tout ce qu'il avait de plus sincère, Julien. Claire relut la lettre, 3 fois, les yeux embués, la gorge serrée. Chaque mot résonnait en elle comme une caresse douloureuse. Ce n'était pas une lettre de justification. C'était un cri d'âme, un aveu nu, sans artifice. Elle resta assise longtemps, la lettre contre le cœur, incapable de bouger. Elle se sentit comme suspendue entre 2 mondes. Celui qu'elle connaissait, sécurisant mais incomplet, et celui qu'elle avait fui, instable mais vibrant. Elle descendit au jardin, marcha pieds nus dans l'herbe, leva les yeux vers le ciel limpide. Elle savait maintenant qu'il ne s'agissait plus de vérité ou de mensonge. Il s'agissait, les premières lueurs de ce jour nouveau se glissèrent par les fenêtres du salon, alors que Claire s'asseyait à la table, encore encombrée de quelques tasses vides et du carnet en cuir brun. Il lui restait cette trace fragile, cette écriture tremblée de Julien, cette poignée de mots qui, malgré leur sincérité, voulaient dire un monde. Elle avait pris la décision, elle allait partir. Non pas en fuyant, mais en allant le retrouver. Elle savait seulement 2 choses, qu'il s'était éloigné et qu'elle devait traverser la distance sans savoir vers où ni vers qui. Elle prit une profonde inspiration, ferma les yeux puis écrivit sur une page vierge. « Où es-tu » Rien de plus. C'était le point de départ, l'origine de cette quête. Elle se leva, prit son sac et sortit sans destination arrêtée. Lyon lui offrait une ville trop vaste pour qu'on puisse la parcourir sans plan. Elle décida de commencer par le village, là où tout avait commencé. Sur la route, son cœur battait avec une intensité nouvelle. Pas celle de la peur, pas celle de la panique, mais celle d'une femme décidée à vivre au-delà des blessures secs des doutes. Chaque virage, chaque carrefour la ramenait au moment où elle avait perdu pied, ce même jour où, en réapparaissant, elle avait découvert qu'elle aimait encore un homme qu'elle connaissait si peu. Arrivée dans le village, elle gara la voiture près de la boulangerie. Les rues étaient calmes, les façades en pierre baignées de soleil. Elle sentit la chaleur du matin, l'odeur du pain frais et un frisson la parcourut. Oui, elle était revenue non pas pour fuir, mais pour partir. Pour partir à la recherche. Pour remonter la piste d'un homme sans carte, sans adresse, sans raison claire pour disparaître. Elle se rendit d'abord à la mairie. Les registres, une piste possible si elle connaissait précisément la date de naissance ou le lieu de retrait de Julien. Mais l'administration restait muette. La date exacte de la cérémonie, le nom mentionné sur le document. Tout indiquait une absence de traces récentes. Seule la mention de la cérémonie improvisée apparaissait, sans indication d'adresse. Elle se souvint alors des mots du portier de Villeurbanne. « Monsieur Moreau ne reçoit personne. » Portier, immeuble moderne, Villeurbanne. À la bibliothèque du village, les journaux locaux, les archives municipales, tout cela pouvait receler un détail. Elle s'y rendit immédiatement. Le silence feutré de la bibliothèque contrastait avec l'agitation qu'elle sentait monter en elle. Elle feuilleta les éditions régionales, articles sur le mariage fou,
sur le PDG fantôme, sur les réactions des villageois. Aucun numéro de téléphone, pas une adresse, juste des témoignages flous. Mais parmi les articles, un nom en note de bas de page attira son regard. Fondation MORE. Avec un peu de recherche en ligne, elle trouva une adresse postale à Rennes, en Bretagne. Plus encore, un appel à candidature à un poste administratif principal, signé Jeanne Valois, responsable de la fondation. Celle-là même qu'elle avait entrevue dans ses recherches nocturnes. Il fallait remonter cette piste. D'abord, elle écrivit une lettre manuscrite à cette adresse, expliquant qui elle était, sa quête, ce qu'elle cherchait. Ce n'était pas une requête arrogante, juste une demande humaine, savoir si cette fondation, mentionnée dans ses recherches, savait quelque chose de Julien. Elle scella l'enveloppe et la déposait, le cœur battant, dans une boîte aux lettres de Rennes. Elle repartit vers Lyon avec l'idée de reprendre contact avec la journaliste de l'interview, Hélène Marceau. Elle lui envoya un message, sans trop espérer, dans lequel elle demandait un échange discret, pour comprendre son choix, de poser des questions et ouvrir le dialogue autour de cette histoire. Le lendemain, elle retourna chez Camille pour attendre une réponse. Elle avait l'impression que chaque minute passait comme un écho de la promesse contenue dans la lettre de Julien. « Si un jour tu veux parler, je serai là. » Était-ce en Bretagne, à Rennes, dans une fondation obscure, ou ailleurs, cachée? Derrière ce silence volontaire, elle ne savait pas, mais elle savait qu'il fallait continuer. Après 2 jours, la réponse arriva. Une enveloppe non timbrée, à en-tête discret. À l'intérieur, un courrier sobre signé de Jeanne Valois, responsable administrative. La fondation MORE avait effectivement été créée par un groupe privé lié aux intérêts technologiques. Cependant, les statuts interdisaient de révéler l'emplacement des bureaux ou d'indiquer le rôle du président exécutif. Par respect pour la vie privée de chaque personne, nous ne pouvons communiquer des informations supplémentaires. En bas de la lettre, une adresse électronique, contactfondationmore.org. Un message presque vide, mais une trace, un point de sortie vers une autre étape. Elle comprit qu'il fallait approfondir. Elle répondit dans la foulée, précisa son identité, le lien, le mariage, le silence, la quête. Elle resta quelques jours sans message, la poitrine serrée par l'attente. Puis un soir, peu avant 20 h, un email arriva. « Je peux vous accorder un entretien téléphonique sous condition de confidentialité. Lundi matin, 10 h, appel masqué. » L'émotion la submergea. Lundi arriva, elle s'installa dans le salon, son téléphone posé sur un carnet ouvert, le cœur battant. 10 h, l'appel masqué vibra. Une voix neutre, posée, féminine. « Bonjour, je suis Jeanne Valois. Claire, je vous écoute. » Elle commença à exposer son parcours, son mariage, la lettre. Jeanne l'arrêta, calmement. « Je confirme que M. Moreau occupe un poste à responsabilité dans notre fondation. Nous savons qu'il a quitté la région l'année dernière, réseau international, etc. » Claire sentit un soulagement sans savoir s'il s'agissait d'un pas, vers lui ou d'un mur plus haut. La voix, cependant, ajouta « Sachez qu'il a demandé à ce que vous ne soyez pas contacté immédiatement. Il avait besoin de temps, mais il n'a jamais cessé de penser à vous. Si vous êtes toujours dirigé à le retrouver, je peux lui transmettre votre volonté. Mais ne vous faites pas d'illusions, il agit avec prudence. » Claire sentit une larme couler. Tout ce qu'elle avait tenté, tout ce qu'elle avait risqué, s'ouvrait enfin sur la possibilité qu'il existait encore. Mais aussi sur le clair respect de ses choix, sa volonté de ne pas l'exposer sans préparation. Elle conclut l'appel. « Oui, transmettez-lui que je suis là, et que maintenant j'attends simplement de savoir quand. » Elle raccrocha, regardant la pièce autour d'elle. La quête n'était pas terminée. Elle y voyait désormais le fil ténu qui menait à l'homme qu'elle aimait, à ce mystère qu'elle ne connaissait pas encore totalement. Mais elle avait réussi à inverser la trajectoire, elle n'attendrait plus la vérité, elle la poursuivait. Et dans ce mot inactuel mais puissant, elle sentit que l'histoire était sur le point de changer de sens. Elle pressa le carnet contre son cœur, le souffle apaisé. Maintenant elle avançait. Le vent de la côte soufflait avec la constance d'une respiration ancienne, faisant danser l'écherbes haute sur les falaises et transportant l'odeur salée de l'Atlantique jusqu'au village le plus reculé de Bretagne. Claire tenait son carnet contre elle, comme un talisman, assise dans un train qui serpentait lentement vers l'ouest.
Cela faisait presque 2 semaines qu'elle avait donné son accord à Jeanne Valois. Depuis, rien. Pas un message, pas un appel. Elle aurait pu croire que tout s'était éteint si elle n'avait reçu la veille un simple message anonyme contenant une phrase « Paimpol, quai des pêcheurs, mardi à 17h ». Elle avait relu ces mots 100 fois. Aucun nom, aucun détail, mais elle avait su immédiatement. C'était Julien. Ce n'était pas son genre de faire des déclarations. Il envoyait de signes, et ce message, si laconique, contenait tout ce qu'elle avait besoin de savoir, l'endroit, l'heure et la promesse implicite d'un moment décisif. Le train s'arrêta à la petite gare de Paimpol. Claire descendit, valise légère, manteau, long, les cheveux tirés en arrière. Elle traversa la ville sans se presser, le cœur battant fort mais sans panique. Elle savait que ce qu'elle allait trouver ne serait ni un miracle, ni une résolution magique, mais un pas, un seul, peut-être. Le plus important, le quai des pêcheurs était presque désert à cette heure de la journée. Les bateaux oscillaient doucement dans l'eau, les voiles repliées, les filets empilés sur les quais. Des mouettes tournoyaient au-dessus des mâts, criant par instants dans le ciel pâle. Claire s'avança lentement, le regard fouillant les silhouettes. Elle passa devant 2 marins qui discutaient à voix basse, un couple âgé qui se tenait par la main, un garçon qui lançait des cailloux dans la mer. Puis, à l'extrémité du quai, elle le vit. Julien était assis sur un vieux banc en bois, dos légèrement courbé, les mains dans les poches. Il portait un manteau simple, sombre, et fixait la ligne d'horizon avec une intensité silencieuse. Claire s'arrêta à quelques pas de lui, incertaine. Mais il tourna la tête doucement et leurs regards se croisèrent. Aucune surprise dans ses yeux, aucune angoisse, juste une émotion nue, contenue, prête à se briser à la moindre parole. Elle s'approcha, s'assit à côté de lui sans dire un mot. Ils restèrent ainsi longtemps, les épaules presque effleurantes, à écouter le clapotis régulier des vagues contre la pierre. Il était là, elle aussi, et dans ce silence, bien plus avait été dit que dans toutes les lettres, tous les aveux. Le monde autour semblait suspendu, comme si même le vent s'était adouci pour ne pas les interrompre. Finalement, Julien parla, la voix un peu rauque. « Je n'ai jamais cessé de penser à toi. » Claire ferma les yeux une seconde. Elle attendait cette phrase. Pas comme une promesse, mais comme un ancrage. Elle tourna la tête vers lui. « Moi non plus. » Un souffle, un lien, une réponse. Il ne sourit pas. Il hocha la tête, lentement, comme si ce simple échange suffisait à tout reconstruire. Elle prit une inspiration, le regard toujours fixé sur la mer. « Pourquoi ici ?» demanda-t-elle doucement. Julien regarda le large. « Parce que c'est le seul endroit où je n'ai jamais été personne. Pas un nom, pas un rôle. Juste quelqu'un qui regarde le monde passer. Et je voulais que ce soit ici que tu décides. » Elle comprit immédiatement. Il ne l'avait pas appelée pour s'expliquer. Il ne l'avait pas convoquée pour obtenir un pardon. Il l'avait invitée à faire un choix. Non pas un retour, ni un recommencement, mais un commencement, cette fois libre, lucide, entier. Claire se leva, fit quelques pas jusqu'au bord du quai, les cheveux soulevés par le vent. Elle se tourna vers lui. Il la regardait, sans bouger, prêt à entendre n'importe quelle réponse. Elle s'approcha à nouveau, posa sa main sur la sienne. « Je ne veux pas effacer ce qui s'est passé. Je ne veux pas oublier. Mais je ne veux pas vivre dans le doute non plus. Je veux s'essayer. Pas pour réparer, mais pour construire. À 2. » Julien ferma les yeux, et un souffle de soulagement traversa son visage. Il serra doucement sa main. Il ne dit rien. Il n'y avait plus besoin. Ils restèrent ainsi, main dans la main, tournés vers l'océan. 2 personnes cabossées par le hasard, réunies par une folie douce, séparées par la peur et réunies à nouveau par la volonté. Le vent soufflait plus fort à présent, mais il n'avait pas froid. Il y avait dans cette proximité une chaleur bien plus profonde que n'importe quel soleil. Ce n'était plus une histoire improbable, c'était une histoire choisie. Et à cet instant, sur ce quai breton, Claire sut qu'elle n'était plus la femme abandonnée à l'hôtel. Elle était celle qui avait choisi, qui avait marché, cherché, retrouvé. Non pour retrouver le passé, mais pour créer un avenir. Avec cet homme qui avait su se perdre pour se retrouver et avec qui enfin elle pouvait commencer. Pour de vrai.